Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al Mouatine TV pour ce 9e rendez-vous déjà. Eh bien oui, nous sommes donc heureux de pouvoir à nouveau vous accompagner durant cette demi-heure avec aujourd'hui un focus particulier sur jeunesse, immigration et entrepreneuriat. J'ai le grand plaisir d'accueillir deux femmes de cœur et d'engagement qui symbolisent chacune à leur manière cette jeunesse issue de l'immigration, diversifiée, dynamique, active et qui se proposent à travers leurs activités respectives de contribuer à leur manière au vivre ensemble. J'ai le grand plaisir d'accueillir Marie-Charlotte Tatepo. Elle est la fondatrice et la présidente de Renaissance africaine ASBL. Elle est également à l'origine du projet Afropreneur Awards qui seront donc décernés le 24 mars prochain. Marie-Charlotte Tatepo, bonjour. Bonjour Henri. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Alors on va bien évidemment parler de l'événement qui vous amène sur le plateau d'Horizon Intellectuel. J'ai aussi le grand privilège d'accueillir Delisa Nella, qui est une militante active de Défi, le parti démocrate francophone indépendant, elle aussi très en prise sur les questions de jeunesse, d'immigration et d'entrepreneuriat. Nous allons ensemble évidemment échanger pour connaître leur point de vue. Delisa Nella, bonjour. Bonjour Henri. Merci de nous faire l'honneur d'être présente aujourd'hui. Et sans transition, je me tourne vers vous, Marie-Charlotte Tatepo. D'un mot d'abord, les objectifs de Renaissance africaine, parce qu'il est vrai que depuis quelques mois déjà, dans le paysage associatif bruxellois, c'est une association qui fait beaucoup parler d'elle. Quels sont ses objectifs? Alors, Renaissance africaine, c'est une association qui a été fondée en 2016 par moi-même et deux de mes cofondatrices, Meta et Lestine. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de booster les jeunes de la diaspora africaine en les accompagnant dans la création de leur entreprise, de leurs projets, qu'ils soient culturels ou économiques, mais vraiment avec un impact sociétal. Et donc, nous voulons, à travers notre initiative, en tout cas, les aider à devenir des professionnels dans leur domaine respectif. Alors, pour en arriver là, vous avez dû faire un constat, j'imagine. Ce constat n'était pas forcément tout rose, il était plutôt, je dirais, accablant. Est-ce que ce sont des considérations d'ordre discriminatoire, par exemple, qui ont motivé la création de votre association? Mais il faut dire que pour ma part, par exemple, je vivais à Londres et puis venant à Bruxelles, donc il y a 4 ans, je me suis dit j'ai envie de devenir entrepreneur parce que dans le milieu de l'entreprise, je ne trouvais pas forcément ma place et je sentais justement que je n'avais pas la liberté aussi de pouvoir m'épanouir personnellement, de pouvoir aussi porter mes valeurs dans mes activités professionnelles. Et donc, en rencontrant aussi ma collègue Meta, ça nous a permis justement de voir qu'on avait des compétences qu'on pouvait mettre à profit pour construire des projets ensemble pour la communauté africaine et l'Afrique aussi, et de pouvoir contribuer à notre manière justement à créer un essor en tout cas pour la jeunesse africaine ici, qui ne pouvait pas forcément trouver sa place dans les programmes qui sont généralement proposés, mais qui avaient besoin d'un espace où ils pouvaient justement se retrouver entre eux d'abord pour mieux construire et aller vers les autres ensuite. Alors on a la chance d'avoir évidemment deux trajectoires personnelles différentes, mais qui d'une certaine manière sont complémentaires. Marie-Charlotte Tatepo, vous êtes originaire du Cameroun. Oui, tout à fait. Et quant à vous, Delisa Nella, vous êtes originaire d'Albanie. Vous êtes arrivée à l'âge de 9 ans, je pense, avec votre famille. Racontez-nous comment tout cela s'est passé. En fait, nous sommes réfugiés politiques à la base. Et pour une raison, mon papa a décidé de quitter le pays. Nous sommes arrivés ici, je ne connaissais pas un mot de français, ni mes parents, ni mon frère et ma sœur. En fait, on a trouvé notre place ici. Et dès notre arrivée, malgré les difficultés linguistiques, je me suis sentie dès le premier jour chez moi ici en Belgique. Et je suis très heureuse du choix de mes parents. Par contre, comme Marie-Charlotte citait tout à l'heure, je constate de plus en plus qu'on a vraiment un problème ici en Belgique par rapport à la jeunesse. En fait, on a tendance à oublier que la jeunesse, c'est le poumon du pays. Et on ne fait pas assez de choses pour les aider, pour les soutenir, peu importe leur situation. D'ailleurs, actuellement, je travaille, je suis comptable, mais je continue mes études en cours du soir. Et j'ai pris cette décision-là, j'ai fait ce choix-là, parce que je constatais autour de moi
il y avait des étudiants enfin des sortants étudiants plutôt, ils terminaient leurs études et une fois arrivés sur le marché de l'emploi, ils avaient un souci, pas d'expérience. Effectivement, les ténèbres, oui, tout à fait, effectivement. Et donc suite à ça, je me suis dit, bon, alors, dilemme, il y a un choix à faire. Alors j'ai travaillé au sein d'une fiduciaire comptable. Ensuite, je travaille maintenant dans une ASBL et c'est passé sur des projets européens sur la sécurité, la recherche sur la sécurité routière. Et en même temps, je fais du cours des soirs. Bien sûr, c'est un sacrifice parce que ça ne me laisse pas de temps libre maintenant. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans la politique et je suis militante des filles, donc démocrate fédéraliste indépendant. Tout à fait. Et vous serez candidate cette année Oui. C'est en octobre, hein, aux communales, on rappelle. Octobre 2018, les élections communales en Belgique. À Bruxelles, je serai bien candidate dans une liste défi. Alors, toutes les deux, à votre manière évidemment, indépendamment de votre trajectoire personnelle, vous êtes véritablement très en pointe sur les questions relatives à la jeunesse, mais également sur les questions d'ordre migratoire. Marie-Charlotte Tatepo, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous organisez donc un événement qui aura lieu le 24 mars 2018 au DOCS de Bruxelles, Afropreneur Awards. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, ce dont il s'agit, racontez-nous en quelques mots. D'accord. Donc, Afropreneur Awards, donc c'est issu de la plateforme Afropreneur Belgium, qui est le premier incubateur d'entrepreneuriat afro en Belgique. Et donc, il s'agit justement d'un programme de formation et d'accompagnement pour ces jeunes de 18 à 35 ans. Et donc, à la suite des rencontres qu'on a eues et des formations aussi qu'on a données durant toute une semaine de formation en été, on a suivi certaines personnes qui avaient vraiment des projets concrets et qui voulaient les mener à terme. Et donc, après 6 mois d'accompagnement, ils vont présenter leur initiative face à un jury. Alors, ces projets-là, avant qu'ils ne vous les présentent, avant que vous ne les coachiez, oui. Est-ce que ces projets avaient été testés? Est-ce qu'ils avaient été rejetés? Comment ils se sont retrouvés finalement dans ce programme? Donc en fait, Afropreneur, à la base, on a commencé par faire des meet-up, donc des rencontres conviviales chaque mois, où on invitait des jeunes qui s'inscrivaient et qui venaient à rencontrer des entrepreneurs expérimentés pour débattre, pour vraiment se confronter. Mais la stratégie en fait qu'on a mis en place, c'était de pouvoir montrer les personnes qui allaient faire le bootcamp en juillet 2017. Et donc, à partir de janvier jusqu'à juillet, on organisait des rencontres chaque mois afin qu'ils prennent confiance, connaissance aussi des personnes qui allaient les accompagner durant le bootcamp. Et donc, ils ont été convaincus, en tout cas par la démarche. Bien sûr, avant, on avait déjà organisé l'African Summer School, donc ils connaissaient un peu notre parcours et ça les a permis d'être en confiance et de pouvoir vraiment s'inscrire et de se dire on va tester l'activité. Ça fait seulement quelques mois qu'ils testent depuis qu'on les a coachés justement et accompagnés, mais avant il n'y avait pas de test vraiment. Donc c'était juste une idée comme ça qui devait être concrétisée. Alors on va peut-être regarder juste quelques secondes un premier élément sur Afropreneur Awards. Voilà, on l'a vu, donc tout ça est bien calibré, bien préparé, mais une question me taraude l'esprit. Pourquoi Afro
entrepreneurs? Alors tout simplement parce qu'on voulait vraiment être focus, concentré sur les jeunes de la diaspora africaine. Ils sont discriminés, vous sentez qu'ils sont exclus du marché du travail? En fait, déjà, il y a vraiment un souci déjà au niveau des événements entrepreneuriaux qui sont organisés. Je participe à beaucoup d'événements dans ce cadre-là, de ce domaine-là plutôt, et je me rends compte que très peu d'Africains sont présents. Et c'est toujours une question que je me suis posée, je fais pourquoi est-ce que je vais à un événement dont je ne sais pas le nom, mais un grand événement de networking, il y a des centaines et des centaines de personnes, mais il y a très peu d'Africains qui sont présents. Et donc, je me suis dit, quelque part, on ne se retrouve pas, peut-être qu'on n'a pas l'information qui vient à nous, peut-être qu'on ne se sent pas à l'aise aussi d'aller dans ces événements-là, parce qu'on pense qu'il faut avoir une certaine éducation, un certain niveau intellectuel même, pour y participer. Et donc, quelque part, créer un cadre où on se sent à l'aise, en confiance, ça permet d'ouvrir la parole, justement. Et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes de la diaspora africaine se sentent vraiment en confiance dans nos événements pour pouvoir parler, s'exprimer. Alors, Denis Sadela, j'imagine que vous aussi, vous avez déjà été, je dirais, confronté dans des événements où des jeunes d'origine différente sont au départ, je dirais, conviés. Est-ce que vous partagez le constat de Marie-Charlotte? En fait, je pense au départ qu'il y a vraiment un problème par rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, au soutien envers les jeunes. Donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, moi, en Albanie, j'ai une certaine éducation et on m'a toujours cité Feia Shiptar te Shiptaria, ce qui veut dire la religion des Albanais et l'albanisme. Et on a fait ça justement parce que dans un même pays, contre Albanais, on peut avoir des... Il y a plusieurs communautés, plusieurs confessions religieuses, effectivement. Et en fait, on a mis ça en place en disant que peu importe la foi, la croyance, les différences de chacun, ce qui compte, c'est qu'on soit tous Albanais. Et je pense que, avec ce background-là, comme on dit en anglais, j'ai pu plus facilement m'intégrer à certains moments. C'est vrai qu'il y a ce problème-là, mais je pense qu'on doit vraiment apprécier la différence qu'il y a en Belgique et prendre ça comme une richesse. Et malheureusement, il y a beaucoup d'endroits où, par moment, ça arrive, on distingue les gens comme l'Africain, le musulman, le chrétien. Et je pense vraiment que pour parvenir justement c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint Défi, parce qu'ils prennent vraiment sur une politique de laïcité. Laïcité, oui, tout à fait, bien sûr. De laïcité, et justement, par laïcité, qu'est-ce qu'on entend? C'est de se dire qu'on on est tous belges, et peu importe d'où on vient, ou nos croyances, ce qui compte, c'est qu'on soit ici, et qu'on ait tous la richesse du pays ici. Et par rapport, justement, comme vous dites, chapeau déjà à ces personnes-là, parce qu'ils viennent du manque de courage au départ et du manque de soutien. Et c'est la preuve que l'espoir fait vivre et il ne faut jamais abandonner, il faut toujours persévérer, bien sûr. Et je pense aussi qu'on doit éduquer nos jeunes, on doit vraiment faire un travail par rapport au cursus scolaire ici en Belgique pour justement donner cette confiance et éviter de faire des écoles communautaires. Alors précisément, cette confiance-là peut aussi d'une certaine manière, je dirais, être rétablie par des événements qui à la fois stimulent l'initiative et récompensent, je dirais, les efforts ou même tout simplement les parcours. Et est-ce que, cette question je vous l'adresse à chacune d'entre vous, est-ce que finalement ce n'est pas de la part des pouvoirs publics, je dirais, une forme de démission dès lors que des initiatives comme celle-là voient le jour justement dans certaines communautés ou certaines minorités, parce qu'à un moment donné, l'action du politique est limitée et il y a une forme de réappropriation, je dirais, de ces thématiques-là, notamment l'emploi, l'entrepreneuriat. Marie-Charlotte Tatepo. Oui, mais c'est vrai que quand on regarde un peu les activités qui sont proposées aux jeunes dans le paysage belge, on ne peut pas dire qu'elles sont multiples. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'initiatives comme ça qui visent en tout cas à accompagner ces jeunes-là, quelle que soit l'origine, j'ai envie de dire. Et donc c'est vrai qu'à un moment, les associations servent de relais à ce manque d'initiatives et on doit le prendre sur soi aussi en trouvant des fonds, en pouvant financer ce genre de projet. Et donc nous, par exemple, c'est à travers les entreprises,
les sponsoring, qu'on peut justement financer nos activités. À ce jour-là, on n'est même pas subsidié vraiment, on n'a pas vraiment fait la demande non plus, mais c'est aussi de pouvoir montrer qu'on peut réussir par nous-mêmes et qu'on a vraiment des talents aussi qui peuvent nous accompagner à travers... Alors, Denis Savilla, oui. Moi, je pense vraiment que c'est le rôle de l'État, en fait. Enfin, déjà, il y a beaucoup de migration, enfin, en parlant, c'est la mode pour le moment. Donc, et comme c'est les élections, en plus de ça, il y a beaucoup de partis politiques qui se prononcent là-dessus. Moi, je pense que, et voilà, il y a de la place pour tout le monde partout, mais ici, à Bruxelles, il y a une multiculturalité. Après Dubaï, c'est la seconde ville et c'est génial et c'est une richesse. Et je pense que chapeau à vous et à toutes les associations et tous les organismes qui prennent l'initiative pour justement aider, mais je pense que c'est le rôle de l'État justement de s'appliquer là-dessus et de créer justement plus d'événements pour l'intégration. Oui. Je pense sincèrement que c'est le rôle de l'État et c'est pas des... Enfin, bien sûr, hein, c'est génial ce que vous faites, mais ça doit partir de l'État. Comme par exemple, je vous disais tout à l'heure pour le coaching des étudiants, il y a beaucoup d'organismes qui aident les étudiants à se lancer. Est-ce que ça va suffisamment loin de votre point de vue? Est-ce que le dispositif auquel vous faites allusion, est-ce qu'il est suffisamment rodé, organisé pour susciter l'adhésion ou tout simplement l'implication de l'État? Bien sûr, mais je pense qu'on essaie de travailler de plus en plus parce qu'on réalise justement qu'il y a une richesse multiculturelle en Belgique, à Bruxelles notamment, et il n'y a pas assez de mesures prises pour l'intégration et pour cette mixité. Alors précisément, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, concrètement, pour que les décisions soient prises beaucoup plus vite? Mais écoutez, par exemple... Que propose par exemple votre parti? Par rapport, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux jeunes, justement, DEFI propose un coaching après les études. Donc, quand il y a un employeur qui emploie quelqu'un, il y a un coaching de quelqu'un d'extérieur qui est financé. Une sorte de mentoring, voilà. En fait. Exactement, de mentoring. Et donc, c'est vraiment pour aider, pour faire le suivi du jeune qui vient de se lancer dans la carrière professionnelle. Et je pense que c'est pareil pour pour tous les immigrants. Il y a des aides de sociales qui sont mises en place, mais c'est plus d'un côté assistanat. Et je pense que c'est ça qu'on doit arrêter. On doit faire un suivi avec les gens, un coaching pour l'intégration et pour vraiment leur montrer qu'ils sont ici, qu'ils sont les bienvenus, qu'il y a un suivi qui est fait pour eux et que on va pas les laisser tomber que maintenant ici ils sont en Belgique, ils sont belges. Et que, bien sûr, il y a les racines et c'est ça qui fait la richesse. Et c'est un soutien de ce côté-là et pas, comme on a tendance à dire, oui, il y a des étrangers d'ailleurs qui viennent ici à l'emploi et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un coaching, ce que vous faites actuellement. Alors précisément, Marie-Charlotte Atepo, vous par contre, vous n'hésitez pas à confronter, je dirais, les différents profils, puisque il y a le fameux pitch. Oui, tout à fait. Il y a, je dirais, une récompense qui serait décernée à ce sujet-là. Quel est le principe du pitch et surtout, pourquoi confronter les profils? Oui, en fait, déjà c'est un concours, c'est vrai. Donc je pense que le fait de faire face à une compétition, c'est déjà... Ça stimule d'après vous ou pas? Oui, il y a des obstacles, puisque les gens déjà se voient à côté des personnes qu'ils trouvent meilleures que eux ou qui se disent pas assez bien. Donc ils doivent se dépasser. Et c'est justement le fait de pouvoir se dépasser qui permet d'avoir l'esprit entrepreneurial, j'ai envie de dire. Et donc ici, les Pitchmasters, c'est donc ceux qui ont participé au concours qu'on a ouvert au public. On en a retenu 4 profils, donc je pourrais vous en parler si vous voulez. Et ici, les Afropreneurs de l'année, donc ceux qui vont concourir pour le prix de l'Afropreneur, sont des personnes qu'on a accompagnées. Maintenant, ils sont dans 2 catégories, mais ils se battent justement l'un contre l'autre pour gagner le prix. C'est aussi donc l'art du pitch, c'est quoi? C'est justement l'art de convaincre. Et donc c'est de convaincre à travers des arguments, mais à travers des recherches aussi, de montrer qu'on a fait une étude par rapport au sujet de notre création d'entreprise et qu'on a justement tous les arguments pour pouvoir être prêt à lancer. Donc c'est vraiment de dire à un jury: voilà mon idée, le problème que j'ai identifié, la solution que j'ai créée. Voici le marché aussi. Donc, il y a un potentiel d'investissement, de retour aussi que je peux faire en investissant et aller chercher des investisseurs, bien sûr. Donc, convaincre des gens de nous donner de l'argent. Et finalement, c'est de dire, voilà, j'ai un produit ou un service qui va répondre aux besoins d'un public cible. Et donc, là, il y a une confrontation avec le jury, je dirais, et le jury pose des questions pour titiller vraiment les connaissances
et la recherche pour voir si le projet est vraiment abouti. Est-ce que vous avez associé dans votre démarche, par exemple, des professionnels du marché de l'emploi, par exemple, je pense au pouvoir public comme Actiris, comme d'autres dispositifs type Job Yourself, etc. Oui, à ce stade-ci, en fait, au niveau des pouvoirs publics comme Actiris, on ne travaille pas encore avec eux et on est tout à fait conscient de ça. Maintenant, on travaille avec MicroStart notamment et aussi Group One qui est en fait une structure d'accompagnement au projet dans l'économie durable. Et ils ont donc Village Partner qui accompagne les entrepreneurs de 6 à 9 mois. Et ici, on a créé un partenariat pour que les prochaines éditions, justement, ils puissent suivre ces personnes-là qui souhaitent se faire accompagner sur une longue durée. D'accord. Donc l'idée c'est de pouvoir développer justement des partenariats, mais on va étape par étape parce que même si l'État a un rôle à jouer, je pense que il y a un certain contact qu'on a aussi avec ces populations, pour nous qui sont assez particulières aussi, mais je pense que la jeunesse a besoin des proximités aussi, la proximité avec les acteurs de terrain pour pouvoir vraiment avancer. Alors Denis Sadela, tout à l'heure vous évoquiez le fait que la multiculturalité était une richesse et qu'il était bon que l'État puisse dans son rôle, je dirais, régalien, organiser les choses comme il se doit. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent les migrants, la multiculturalité, la diversité culturelle comme une menace contre une certaine identité? Est-ce que ça ne traduit pas au fond une sorte de réflexe identitaire, la peur de l'autre, à un moment où les gens effectivement se posent des questions? En fait, c'est très... La question, moi je parle toujours du principe. Dans les universités, donc l'école c'est très important. Et les professeurs qui enseignent transmettent leur savoir et éduquent d'une certaine façon les enfants ou la jeunesse d'un pays. Dans les universités belges notamment, il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas belges d'origine, qui viennent de partout dans le monde. Alors, la réponse que j'ai donc à ce genre de propos, est-ce qu'il y a un problème d'identité ou est-ce que c'est une richesse que ces professeurs-là viennent d'ailleurs, qui transmettent leur savoir ici en Belgique? Et en règle générale, dans le milieu du savoir, que ce soit académique ou scolaire, disons que les résistances sont beaucoup moins marquées que dans la société. C'est-à-dire que dans la société, vous avez des gens qui, au quotidien, se sentent tout simplement envahis, menacés. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces gens qui se réfugient justement derrière une peur qui peut paraître irrationnelle finalement? En fait, je pense que c'est vraiment humain. On voit plus facilement le négatif que le positif. Le tout, c'est d'essayer d'atteindre et justement de sensibiliser la question, éduquer le peuple aussi à accepter la différence et à voir plus... Mais on a essayé quand même. Oui. Avec le recul, on peut se dire que, et vous pourrez réagir là-dessus même sur le Tatepo, c'est qu'il y a des choses qui ont été tentées dans le passé. Les pouvoirs publics ont essayé et les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous. Au fond, il y a toujours des résistances, des réticences. La preuve, c'est que sur le marché de l'emploi, il y a toujours autant de discrimination, par exemple. Bien sûr, mais moi, ma réponse est déjà de m'abandonner comme ces gens l'ont fait, qui vont recevoir leur prix. Et bien sûr, il y aura des résistances et les bonnes choses prennent du temps, on dit. Donc, je pense qu'on doit continuer du côté du pouvoir public à faire cette résistance-là. Et par exemple, on a tendance à dire, il y a eu les attentats, on sait tous les clichés qu'il y a eu. Il y a des clichés qui existent notamment sur les Albanais. Mais maintenant, c'est aux Albanais, aux personnes immigrées d'origine albanaise à montrer que justement ça, c'est pas vrai. Et aux Belges, je mets des guillemets, à montrer que non, on ne se laissera pas affecter par ces clichés parce que c'est pas vrai. Il y a ça aussi qui... Tout à fait. Marie-Charlotte Tatepo. Oui, donc la question est de savoir donc si... Vous pouvez me répéter, je suis fatiguée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que, je dirais, cette multiculturalité, cette diversité culturelle, est-ce qu'elle est acceptée ou est-ce qu'elle est perçue plus comme une menace qu'autre chose? Ben, je pense tout simplement que, pour ma part en tout cas, ma vision des choses, c'est que la menace vient du fait qu'il y a une certaine ignorance qui est installée aussi dans notre
Elle est entretenue selon vous? Elle est entretenue et quelque part, on n'a pas vraiment d'autre image que ce qu'on nous donne, on nous sert tous les jours. Et comment l'améliorer cette image? Et donc justement, à travers notre initiative, c'est vraiment de montrer une autre face. Donc tout à l'heure, j'étais au bureau et j'étais sur le point d'aller boire un verre d'eau et j'ai reçu un appel de la RTBF justement à la radio qui voulait nous interviewer par rapport à l'initiative pour comprendre et pour qu'on discute justement de pourquoi l'entrepreneuriat, comment se porte l'entrepreneuriat en tout cas dans la diaspora africaine, l'importance de valoriser aussi cette diaspora parce qu'elle est absente de la télé. Je peux dire que la RTBF ne montre pas des personnes de notre origine. Pas c'est l'université, mais bon, il y a quand même, on a quand même Cécile Djunga qui présente Météo, on a quand même Cody, je pense. Oui, Cody le comédien et Serge Mpata aussi. Donc voilà, moi je suis partie en Angleterre, j'ai vécu là-bas presque 10 ans, je suis revenue. Le paysage médiatique belge n'a pas beaucoup changé et donc on aimerait justement voir aussi une diversification des représentations. C'est bien d'avoir Miss Météo, une africaine d'origine, c'est bien d'avoir un comédien, mais j'ai envie de voir aussi des professionnels qu'on montre à la télé, des personnes qui entreprennent aussi qu'on montre à la télé et des personnes qui font des activités très diversifiées. Parce que finalement, on nous représente de manière très stéréotypée encore maintenant, alors qu'il y a toute une palette de personnes, comme dans toutes les communautés d'ailleurs, qui existent, mais on a toujours l'impression que les Noirs, de manière très brutale, sont uniquement ça. Et donc, non, on a envie de montrer qu'ils sont très multiples, en fait. Vous en avez souffert aussi? Vous parliez tout à l'heure de clichés sur les Albanais. Il y en a énormément, mais... Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est par ignorance aussi ou est-ce que c'est une légende urbaine qui est véhiculée C'est par ignorance, comme vous l'avez cité tout à l'heure, et c'est aussi parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas d'habitude. Donc, et comme je vous disais, c'est plutôt que de s'intéresser et de faire une recherche, de voir ce qu'est vraiment l'Albanie, de voir ce qu'est vraiment l'Afrique ou les Africains, on a tendance à se refermer. Et il y a une association Eagle Event avec qui je collabore beaucoup. Par exemple, depuis 2 ans, ils organisent des voyages en Albanie. Et généralement, c'est que il n'y a pas d'Albanais qui vont à ce voyage, sauf quelques organisateurs ou le guide, justement pour montrer c'est quoi l'Albanie, comment c'est l'Albanie. Il n'y a pas que des mafieux, il n'y a pas que des tueurs, il n'y a pas que de la drogue, il n'y a pas que le marché noir, pour montrer vraiment la richesse albanaise. Alors bien sûr, ça existe et c'est malheureux. Les médias, ils ont vraiment le rôle principal aussi parce qu'ils nous montrent que ce qui les intéresse. Ou alors parfois même... C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, pour certains médias, les clichés sont de plus en plus porteurs, puisque c'est à travers ces stéréotypes qui sont véhiculés que l'on vend davantage, ce qui évidemment a pour conséquence de favoriser un nivellement vers le bas du débat. Je reviens sur Afropreneur Awards, on va peut-être rentrer dans le détail de l'événement. En quelques mots, le programme de ce samedi 24 mars 2018. Voilà, alors les invités seront donc bienvenus dès 18h. On commence par un walking dinner et donc à 19h, on commencera la session des pitchs, donc avec la catégorie Pitch Master, ceux qui sont au stade de l'idée encore. À 20h, donc on commence avec les Afropreneurs de l'année. Donc ici, c'est ceux qui sont au stade du projet. Et donc après une courte pause, délibération du jury, on aura la remise des prix. Et donc après, on finira avec une soirée networking et une fête aussi. Est-ce que c'est un événement qui a vocation à se dérouler chaque année? Oui, tout à fait. Tout à fait, puisqu'en fait, ici, ça marque vraiment la fin du programme. Et on aura donc des nouvelles personnes, soit les Pitchmasters qui vont gagner aussi un prix, qui peuvent rentrer dans l'incubateur. Et ils vont se faire accompagner à nouveau durant 6 à 9 mois. Alors, comment participer, par exemple, pour la prochaine session? Que diriez-vous à ces jeunes entrepreneurs en herbe qui souhaiteraient bénéficier de vos conseils? Oui. Mais tout à fait. Donc, à partir du mois d'avril, on va ouvrir les inscriptions pour le bootcamp qui aura lieu en juillet. Il y a un site, une adresse mail? Oui, le site web est en création, donc Afropreneur Belgium, mais ils peuvent déjà aller sur la page du même nom, Afropreneur Belgium. Donc, vous nous envoyez un email à info@afropreneurbelgium.com. Alors, on rappelle peut-être l'adresse du lieu de l'événement de ce samedi. Alors, ce samedi, 18h, c'est au White Cinema, au Docks Brussels. L'adresse, c'est le boulevard Lambermont, numéro 1, à Schaerbeek. Parfait. Denis Sanella, vous aussi, je pense que vous avez une actualité, ou en tout cas quelque chose qui est dans les pipelines, des projets en vue?
En fait, actuellement, moi je s'étais aussi parlé d'un événement. Oui. Vous le connaissez dans le communautaire. Le 8 avril au Bloody, il y a un très grand DJ albanais et c'est une soirée organisée par Rigel Event. Et c'est justement pour montrer, ces chansons, on pourrait presque pas comprendre que c'est de l'albanais tellement c'est... Donc mon projet, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment soutenir le jeune belge et essayer de vraiment travailler, essayer de trouver la meilleure façon pour trouver une harmonisation justement et pour que plusieurs associations comme la vôtre ou les organismes de la communauté albanaise et belge, pour vraiment faire un mix de tout ça en fait. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour qu'on puisse justement se retrouver et chacun avec son histoire en fait, on sortira que plus riche. Alors à l'une et à l'autre, je laisse le mot de la fin, chacune de conclure. On commence par vous, Délissa. Il ne faut jamais perdre l'espoir et il ne faut jamais oublier que la jeunesse, c'est les poumons du pays. Marie-Charlotte Tatepo. Pour ma part, je dirais que chaque génération a des pyramides à bâtir, donc vraiment, soyons des bâtisseurs de pyramides. C'est sur ces sages paroles que nous mettons un terme à cette émission. Merci infiniment à nos deux invités. Marie-Charlotte Tatepo, vous êtes présidente fondatrice de Renaissance africaine, ASBL. Merci à vous, Délissa Nella. Vous êtes, vous, militante associative, mais aussi membre du parti politique Défi démocrate francophone indépendant. Quant à moi, eh bien, je vous fixe rendez-vous très prochainement sur le plateau d'Horizon Intellectuel sur Al Mouatine. À très bientôt.